J'ai consommé de la drogue. J'agressais les gens pour survivre. C'est comme ça que tout a commencé. J'ai commencé à agresser les gens. Vous n'avez pas tué, vous n'avez pas blessé? Non, je n'ai pas blessé. Je n'ai pas blessé, je n'ai pas versé le sang, mais j'ai fait du sale. Et dans cette affaire, j'ai failli laisser ma vie 3 fois. Expliquez-nous, s'il vous plaît. 3 putains de fois. Première fois, on a arrêté mon ami parce que dans la rue, dans le vol, on travaille toujours à 2. Oui, lorsqu'on part taper les sacs, tout ça, on travaille toujours à 2. De son vrai nom, Lionel Pascal, il se fait appeler aujourd'hui Phénomène de force, une véritable marque déposée. Il déambule les rues de Douala pour faire du sport et inspirer la jeunesse. Il a accepté de descendre dans le ring aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet autre numéro de votre émission et bienvenue Phénomène de force. Merci. À quoi renvoie Phénomène de force? Phénomène de force, en réalité, je ne suis pas né phénomène de force. Je suis né brisé, comme beaucoup de ces enfoirés qui nous regardent là présentement. Mais sauf que à un moment donné de ma vie, j'ai pris véritablement cette décision de pouvoir construire phénomène de force. Pourquoi? Parce que je suis né faible d'esprit. Je suis né avec aucun mental. Je suis né avec aucun talent. Mais sauf qu'à un moment donné, lorsque je me suis fait face au miroir, j'ai dit, cet enculé que je vois dans le miroir, ce n'est pas véritablement qui je veux devenir. Ce n'est pas véritablement l'identité que je veux être. C'est alors donc ça qui a commencé à... J'ai commencé à bouger mon putain de cul, quoi. C'est là que phénomène de force est né. Dans la souffrance. Dans la souffrance? Oui. Dans la galère. Dans la galère. Quand vous dites vous êtes né brisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Bon, en fait, je suis né dans une famille misérable. Misérable, oui. Quand j'étais, par exemple, en primaire, j'étais tellement maigre comme le spaghetti. Et j'en parle de ça dans la descente dans la chambre noire. Le deuxième oui, le deuxième manuscrit. ouvrage. J'en parle de ça en détail parce que vraiment, je suis né... lorsque j'étais à l'école, mes camarades de classe me traitaient de nègre. Mes camarades de classe me traitaient du n'importe quoi. Ils m'ont attribué une identité qui n'était pas moi. J'ai grandi avec cette blessure. Et tu as décidé de te refaire. Oui, j'ai grandi avec cette blessure incarcérée en moi. Mais sauf que cette blessure m'a tellement molesté dans ma vie parce que je me disais que lorsqu'ils m'ont attribué cette identité, j'ai accepté parce que c'est à un moment donné de ma vie maintenant, j'ai donc dit que non, cette identité que je vois dans le miroir, ce n'est pas qui je veux devenir. C'est là qu'est né phénomène de force. Ok. Quel était le déclic réellement? Qu'est-ce qui vous a motivé à rentrer dans le sport? Le déclic, c'est... Ou le jour où tout a basculé? Oui. Le jour où tout a basculé, c'était dans un marché à Douala. Parce que... Quel marché, s'il vous plaît? Marché d'Obassi. Parce que... C'est à Village? Oui, à Village. Parce que j'ai joué le cap 4 fois. J'ai joué le cap pas une fois, pas 2 fois, plus de 4 fois. Encore et encore et encore. Mais sauf que la 5e fois, ma maman me dit de tenter. Mais j'ai dit non, maman, je dois véritablement me lancer dans la vie active. C'est là que tout commence. Je quitte Bafoussam pour Douala. Sauf que je n'avais personne chez qui aller à Douala. J'avais véritablement 2000 francs, je me rappelle ce jour-là. J'avais 2000 francs avec un vêtement sur moi. C'est où j'ai pris le bus, j'étais assis sur les escaliers. Donc, je n'étais pas assis sur le siège comme d'autres personnes. Lorsque le bus roulait, je voyais comment la forêt défilait. Mais sauf que je ne connaissais pas encore véritablement ce qui m'attendait. Et lorsque nous sommes arrivés à Douala, je n'avais pas où aller. Lorsque le bus nous Donc, vous allez comme ça dans l'inconnu, oui, juste à Douala? Oui, parce que j'ai échoué le cap plus de 4 fois, comme j'ai dit. Mais il fallait que je me lance véritablement dans la vie active parce que j'ai compris que ce n'est pas seulement avec ces putains d'études que je vais devenir quelqu'un dans ma vie. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'initiative de quitter Bafoussam et d'aller à Douala, là où les gens vont véritablement me juger
selon ce qu'ils voient sur le moment. C'est où j'arrive à Douala, quand le bus me laisse, c'est là où cet enculé a commencé à écrire son histoire. Ça n'a pas été facile. J'ai commencé à dormir dans les bars en cherchant le travail. Quand le matin arrivait, je marchais véritablement, je demandais le travail et tout. Et un jour, je suis tombé sur un dépôt de boissons. La seule chose que j'avais à léguer, c'était mon histoire. C'était la vérité. J'ai donc véritablement mis la vérité sur la table. Et la dame a réfléchi et la dame a donc décidé de pouvoir m'héberger chez elle afin que je puisse travailler dans son dépôt, quoi. Et nous avons véritablement travaillé. Je poussais les casiers dans du pouce. Je grimpais des collines. Ce n'était pas facile, je transpirais. C'était vraiment pitoyable. Mais sauf que je devais le faire parce que c'était une chance que Dieu a eu véritablement à présenter devant moi. C'est alors donc qu'on a commencé à travailler. 2 mois plus tard, elle décide donc de vendre le dépôt. Et lorsqu'elle vend le dépôt, le monsieur avec qui on avait véritablement... Le monsieur qui a payé le dépôt a donc décidé de me prendre pour continuer avec moi. Mais sauf que, quelques temps après, lui aussi, il a eu une chute. Et c'est comme ça qu'à la maison, les problèmes ont commencé. On a commencé à monter les cours et tout, jusqu'à ce qu'un jour, la bagarre a éclaté. Et la maison où? Là où la femme vous oui, là où la femme m'avait accepté, quoi. C'est là où maintenant, un matin, la bagarre a explosé à la maison. Entre toi et la dame? Entre moi et son fils. Oui. À ce moment-là, je n'avais pas encore la maîtrise que j'ai aujourd'hui. Mais sauf que lorsqu'on a bagarré, il appelle son père. Son père n'a voulu rien comprendre. Son père a demandé la permission et il est rentré sur le coup. Il a pris mes habits, tout. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Et lorsque je partais livrer dans le pouce-pouce, on s'est rencontrés. Il était sur la moto. On s'est rencontrés en cours de chemin. Et puis, il a versé mes habits dans la boue. C'est comme si la vie me disait que c'est là que le jeu commence, enculé. C'est là que le jeu commence. C'est où je suis resté debout, j'étais scandalisé, j'étais brisé. J'étais tellement molesté par cette attitude. Mais sauf que j'ai quand même pris mon mal en patience. Et en cette période-là, il y avait un client avec qui je m'entendais véritablement. J'ai donc décidé de l'expliquer cela. Lorsque je lui ai expliqué, le monsieur m'a accepté pour 1 semaine. 1 semaine plus tard, le monsieur m'a foutu à la porte parce que même l'aide a parfois les limites. C'est d'où j'ai commencé maintenant à louer dans une chambre et c'est là que tout a vraiment basculé. Voilà un peu ce qui s'est passé. Bon, j'aimerais bien comprendre. Vous êtes entré dans une chambre, mais d'où vous êtes venu l'idée de phénomène de force? Ça s'est construit comment? Bon, les jeunes qui nous regardent veulent comprendre. Là, vous venez d'expliquer la difficulté que vous avez vécue, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que vous passiez de l'enfant de la rue, de No Man's Land, directement à phénomène de force? Bon, comme je disais tantôt, lorsque cela se passait comme ça. Quand il vous a mis à la porte? Lorsqu'il m'a mis à la porte et tout. Et j'ai pris cette chambre. J'avais payé à l'époque 2 mois. Sauf que... Combien? C'était combien? La chambre, effectivement, c'était 10 000. J'avais payé 2 mois. Et ça n'a pas été vraiment facile parce que les 2 mois se sont écoulés et je n'avais véritablement plus l'argent pour pouvoir continuer à payer cette putain de chambre. Et du coup, le bailleur a décidé de me foutre à la porte parce qu'il n'en avait rien à foutre de moi. Et je ne savais même pas encore que la vie n'en avait rien à foutre de moi et que le monde s'en foutait également de cet enculé que j'étais. C'est là que tout a commencé. Je n'avais pas où aller. Je me suis retrouvé dans la rue. J'ai commencé avec les mauvaises compagnies. Tous ces enculés ont commencé à m'entraîner dans la drogue, dans toutes ces conneries. Vous avez consommé la drogue? Oui, de la drogue? Oui. J'ai consommé de la drogue. J'agressais les gens pour survivre. Parce que lorsque les 2 mois sont véritablement finis,
je n'avais plus où aller et je n'avais plus de quoi manger. Mais sauf que la seule putain de manière pour pouvoir survivre, c'était de faire ces conneries pour pouvoir survivre. J'ai donc commencé à m'entraîner avec les mauvais amis, comme j'ai dit. Les enfants de la rue? Oui, les enfants de la rue. Oui, tous ces bandes d'enfoirés, ils m'ont entraîné dans le vol. C'est comme ça que tout a commencé. J'ai commencé à agresser les gens. Vous n'avez pas tué, vous n'avez pas blessé? Non, je n'ai pas blessé. Ça, c'est l'une des choses que je n'ai pas fait dans ma putain de vie. Et je rends gloire à Dieu par rapport à ça. Je n'ai pas blessé, je n'ai pas versé le sang, mais j'ai fait du sale. Et dans cette affaire, j'ai failli laisser ma vie 3 fois. Expliquez-nous, s'il vous plaît. 3 putains de fois. Première fois, on a arrêté mon ami parce que dans la rue, dans le vol, on travaille toujours à 2. Oui, lorsqu'on part taper les sacs, tout ça, on travaille toujours à 2. Et un soir, nous sommes sortis, on a arrêté mon ami. On a brûlé sur le coup. Mais moi, on ne m'a pas arrêté. Mais ce n'est pas parce que j'étais super fort ou bien j'étais invincible. Non, c'est juste que Dieu avait encore un plan pour moi. Mais sauf que je n'ai pas véritablement compris. Je continuais toujours à voler. Deuxième fois, on a encore arrêté un ami. Un autre? Oui, un autre. On a mis le feu. La justice populaire? Oui, la justice populaire. On a tendu l'embuscade. Mais sauf que on ne m'a véritablement pas pris. C'est pas parce que j'étais invincible. Si Dieu voulait, on devait finir avec moi. Mais Dieu me donnait encore la chance de pouvoir sortir dans cette merde afin de pouvoir être discipliné et de pouvoir suivre un chemin véritable dans la vie pour pouvoir accomplir sa putain de mission pour laquelle il m'a créé sur cette terre. La 3e fois, c'était dernier avertissement parce que si je continuais, ma putain de vie allait s'arrêter là. C'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans cette émission en train de partager cette histoire. C'est la raison pour laquelle je partage cette histoire avec le sourire. Parce que je suis vraiment content d'avoir laissé toutes ces conneries, d'avoir commencé à être discipliné et aujourd'hui, ça donne ce que ça donne. C'est pour cette raison que je suis véritablement content aujourd'hui. Lorsque j'ai arrêté le vol, j'ai donc décidé de commencer à faire le porteur au marché. Sauf qu'au marché, on me connaissait déjà en tant qu'un putain de bandit. On savait déjà que je suis quelqu'un de mauvais. En journée, je souris, mais dès que la putain de nuit tombe, je deviens une autre personne. Mais sauf que il y a 2 personnes qui ont permis à ce que je puisse porter leur sac le matin et le soir pour pouvoir avoir au moins ces 200 francs qui va me permettre de pouvoir manger. Je mangeais 100 francs le matin, 100 francs le soir. 100 francs toute la journée? 100 francs le matin, 100 francs le soir, oui. C'est comme ça, dans la misère. C'est comme ça que tout a été vraiment pas facile. Mais sauf que je dormais aussi dans ma chambre là. On dormait sur le carton, quoi. Sur le carton, dans la rue, tu sais, on n'a pas où dormir. On dort sur le carton, dans les vieilles maisons, tout ça et tout. Ça n'a pas été vraiment facile. Mais sauf que quand j'ai commencé à porter les sacs, un jour, j'ai décidé d'aller vers un patron au marché qui vendait les habits, il déballait les habits à l'époque. Et il a véritablement permis de me donner une chance. Mais il savait que je faisais du sale. Du sale. Oui. Mais le fait du sale veut dire voleur. Oui. De pickpocket, comme on le dit. Oui. Et il m'a donné cette chance-là. Et puis, on travaillait ensemble. Il me payait 25 000 à la fin de semaine à cette époque-là. Vraiment, ça m'a vraiment permis encore de prendre une chambre et de recommencer à zéro. Mais sauf que je ne savais pas encore ce qui m'attendait. Je ne savais pas encore que la vie était en train comme ça de me préparer encore un autre coup. Un autre coup. Oui, c'est pour cette raison que j'ai dit, tous ces enfoirés qui nous regardent là présentement, ils doivent savoir que toutes les épreuves qui nous arrivent dans notre putain de vie, ce sont des manuscrits, c'est notre histoire que nous sommes en train d'écrire. C'est pour cette raison que je peux me placer sur un plateau télé et j'installe ça devant le monde entier. Je n'ai pas peur de dire que j'ai agressé les gens parce que j'ai décidé de me regarder dans le miroir et de dire, j'en ai marre de vivre dans le mensonge. J'en avais marre. J'ai décidé de vivre maintenant dans la vérité. C'est pour cette raison que je me place devant cette émission et puis je balance ça. Et tout l'honneur est pour nous. Et tout à l'heure, nous échangeons en off. Vous m'aviez dit que quand vous avez décidé de changer cette vie-là, les gens vous ont rejeté. Expliquez-nous cet épisode. Bon, lorsque le patron m'a accepté, comme je disais, un matin, j'arrive au marché. Quand je marchais dans la rue, les gens me regardaient tellement.
Mais les gens venaient vers moi prendre même les photos, parce qu'à cette époque, j'avais les lors même. Mais c'est toi qui étais à Dubaï. Donc, Oui, c'est-à-dire, les faut gens parler pensaient de que, TAC oui, que méthode. c'était Oui. TAC méthode, quoi. Mais plus de 15 personnes, les gens venaient, ils me voyaient dans la rue et j'en parle dans ça, dans ce lever sans négocier. J'en parle vraiment de ce grand frère parce que ce grand frère, c'est là que ce putain de déclic a vraiment commencé. Parce que ce jour-là, toute la semaine, les gens ne faisaient que dire que c'est toi qui es à Dubaï, tout ça. C'est là que, un jour, je décide donc, avec mes 100 francs, d'aller dans un putain de cyber à Ndobassi. J'ai donc décidé de taper que, mais qui est ce grand frère qu'on honore comme ça, qu'on dit qu'il est aux États-Unis, tout. Quand je tape maintenant, je vois une ressemblance énorme. Figurant, oui. Oui. C'est donc là que ce même jour, je suis allé au salon de coiffure. J'ai enlevé ces bêtises qu'on appelle les locks. J'ai commencé à me coiffer comme le grand frère parce que vraiment, il m'a impacté. Et le lendemain du jour, j'ai commencé à faire du sport. C'est là que tout a commencé. J'ai commencé véritablement à faire le sport. Je criais partout dans la ville. Je courais partout. C'est là maintenant que la discipline, j'ai rencontré la discipline dans ma vie. C'est là maintenant que j'ai rencontré la consistance dans ma vie grâce à ce grand frère Tarmeto. Si ce grand frère nous regarde actuellement, la seule chose, le seul message qu'il peut lui passer, c'est merci. Parce que grâce à lui, j'ai véritablement compris ce que c'est que la discipline et la consistance. Et ça a changé ma vie. Oui, je vais dire que la ressemblance est vraiment frappante. Hein. Quand vous regardez, vous regardez, je me disais que vous êtes vraiment son petit frère. Vous faites combien de kilomètres par jour? On vous voit tous les jours courir, là, vous faites combien de kilomètres? Par jour, je fais 30 kilomètres par jour. 30 kilomètres dans la ville de Douala? 30 putains de kilomètres. Oui, volontairement. Parce que je n'ai pas commencé 30 kilomètres. Tous ces enfoirés se trompent sur toute la ligne. J'ai commencé 2 kilomètres, 3 kilomètres, 4 kilomètres et aujourd'hui, j'en fais 30. Mais beaucoup de personnes actuellement qui regardent ce direct, lorsque tu vas leur parler de 30 kilomètres, ils vont se dire qu'on se lève un matin et puis on peut aller à 30 kilomètres. Non, mec, tu peux commencer à 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3 kilomètres, au fur et à mesure. Tu grimpes au fur et à mesure. C'est comme ça que j'ai véritablement grandi au fur et à mesure. Et c'est ça qui a donc décidé, qui m'a donc permis de maîtriser mon esprit, de maîtriser l'esprit humain. Parce que de maîtriser à quel point notre esprit est si puissant lorsque on le maîtrise. Oui. Vous me le disiez tout à l'heure, que vous me parlez tout d'esprit. Esprit, j'ai envie de vous poser une question. Vous faites partie de quelle religion? Bon, moi, je n'ai pas de religion, mais je sais véritablement qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un être suprême qui existe. Et c'est cet être suprême-là, comme je vous disais, qui a donc fait en sorte que cet enculé arrête de voler et afin de se mettre véritablement sur le droit chemin, afin de découvrir qui il est aujourd'hui. Voilà, parce que si j'étais toujours ce putain de feignant, ce que je ne suis pas à cette émission. C'est que vous, justement, je ne serais pas venu vers vous. Nous ne sommes pas. Oui. Donc, c'est grâce à cette force supérieure, naturelle, que moi, je crois qu'il existe. Ok. Oui. Ça veut dire 30 km, c'est beaucoup d'énergie qu'on dépense et il faut les remplacer. Si mes souvenirs sont exacts, pour l'instant, vous ne faites que du sport. Vous les récupérez comment? Vous faites quoi d'autre? Est-ce que ça vous rapporte quelque chose? Est-ce que vous avez du soutien? Est-ce que les gens vous accompagnent dans cette activité-là? Bon, véritablement, personne ne m'a accompagné. Ne vous accompagne pas encore? Oui. Personne ne m'a accompagné jusqu'ici. Je suis le seul maître de mon destin. Je suis le seul qui m'a toujours été... Je me suis toujours battu, en fait, pour pouvoir développer ce physique que les gens voient aujourd'hui, pour pouvoir développer ce charisme que les gens voient aujourd'hui, cette énergie, cette aura. Mais je n'ai pas toujours été, ça n'a pas été toujours le cas. Comme j'ai dit, je suis né, je n'ai pas de talent. Je n'avais pas de détermination. Je n'avais pas d'aura. Je n'avais rien de tous ces merdes. Mais sauf que lorsque je me regardais dans ma glace, je fuyais toujours cette voix que nous avons l'habitude de fuir. Cette voix qui dit toujours la vérité. Cette voix qui te dit, fils de pute, tu es un putain de connard et tu dois bouger ton putain de cul pour pouvoir être véritablement quelqu'un dans la vie. Je comprends, putain de connard, putain de cul, c'est un peu péjoratif, mais c'est votre marque de fabrique. D'où vous est venue cette idée?
Comment c'est arrivé? Commencer à crier dans les rues, putain de pute. À première vue, on se dit que vous êtes en train d'insulter des gens. Mais en regardant de près, vous avez dit que c'est à vous-même. Vous êtes en train de vous adresser à vous-même. Dites-moi, que c'est arrivé comment? Crier ce truc. C'est arrivé un soir. Un soir, je me rappelle ce jour-là, j'avais passé véritablement toute une journée. Je n'avais rien vendu parce qu'à l'époque, là, je vendais des matériels pour pouvoir survivre. Et un jour, j'ai passé toute une putain de journée. Je n'avais rien vendu. Le soir, je devais aller faire mon sport. Mais sauf que j'avais juste 50 francs dans la poche. Et vous savez que véritablement, lorsque vous faites le sport, il va falloir que après vous puissiez récupérer. Mais je n'avais que 50 francs. Mais j'avais le choix, la décision devant moi pour pouvoir soit aller courir ou bien soit m'apitoyer sur mon putain de sort pour ne pas aller courir. Mais sauf que j'ai pris la meilleure décision de ma vie ce jour-là. Je suis sorti pour aller courir et c'est Dieu qui m'a inspiré. Fils de pute, c'est une vidéo qui a fait plus de 148 millions de vues dans le monde entier. Ça a explosé les compteurs. Et c'est là que tout a commencé. C'est là maintenant que j'ai commencé maintenant à maîtriser vraiment mon esprit. C'est à partir de cet instant que j'ai commencé vraiment à véritablement découvrir à quel niveau est-ce que mon esprit a des capacités, peut aller. Oui. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je peux porter un putain de poteau, je mets ça ici à l'épaule. Là, actuellement que je vous parle, j'ai les blessures partout là. Mais sauf que c'est moi, je me tue volontairement. Et je me rends compte qu'à chaque fois que je fais ça, je deviens de plus en plus fort. Je deviens de plus en plus mentalement fort. Je deviens de plus en plus devant mes difficultés de la vie, devant ces putains d'épreuves. Je deviens froid et ça ne m'écrase pas définitivement. J'ai regardé que vous êtes à 400 000 abonnés sur Facebook, c'est beaucoup. Est-ce que vous vous considérez comme une star aujourd'hui? Rien de tout ça. Et quand vous marchez dans la rue, comment les gens vous regardent aujourd'hui? Quand je marche dans la rue, les gens m'admirent, les gens me respectent. Oui, parce que ce que je fais, les gens sont tellement étonnés. Ils n'arrivent pas à comprendre comment un humain peut porter le poteau et de partir plus de 30 km sur pratiquement 12 heures de temps avec le poteau. Oui. Donc, quand je cours avec ce poteau, je pars toujours à 30 km, mais sauf que c'est plus lourd. L'épaule brisée. Tu arrives à 20 putains de kilomètres et ton esprit te dit, mon ami, jette-moi ce poteau et dégage d'ici, mec. Tu vas te briser l'épaule. J'aime bien ça. Sauf que je regarde mon esprit, je l'écoute. Et c'est ce que nous devons faire. Parce que notre esprit veut nous protéger. Notre esprit, cette voix qui nous parle toujours avec gentillesse, rester dans le confort, ne souffre pas volontairement. Il veut nous protéger. Mais sauf que j'ai créé une autre voix. Cette voix qui est un catalyseur. Oui, j'ai créé un autre esprit. Qui te demande tout de bouger. Voilà, j'ai avec moi, c'est pour le bonheur de nos téléspectateurs, un de vos ouvrages, Se lever sans négocier. Quel est le thème, la thématique centrale de cette œuvre? Se lever sans négocier, c'est ce qui emprisonne la vie de tellement de personnes dans le monde. Parce que nous négocions tellement avec notre vie. Nous négocions tellement avec nos prises de décision. Nous négocions tellement quand le réveil sonne. Par exemple, se lever à 5 heures du matin, ce n'est pas facile. On négocie. Tu es dans ton putain de lit. Ton corps, ton esprit te dit, mec, il est encore 5 heures, dors, ne te lève pas. Mais sauf que la seule voix qui bat cet enculé, c'est la violence. Oui. Vous dites à la page 43, les misérables veulent comprendre avant d'agir. Ça veut dire quoi, les misérables? Les misérables veulent comprendre avant d'agir. C'est tous ces enculés qui passent leur temps à dire « je les insulte gratuitement ». Mais sauf qu'ils n'ont pas encore compris. Je ne vous insulte pas gratuitement, enfoiré. Ce sont des mots qui m'ont permis à moi de pouvoir développer le phénomène de force que vous voyez aujourd'hui. Le tigre, la mentalité tigre. Donc, si nous voulons avoir la mentalité tigre dans les bons moments, comme dans les mauvais moments,
nous devons apprendre à nous parler durement. Parce que c'est ça qui compte. Vous ne pouvez pas toujours vous parler avec gentiment, tout en sachant que vous êtes en train de gâcher votre potentiel, mec. Non, mec, tu veux que je te parle doucement. Pourtant, tu es en train de gâcher le potentiel, le 92% de ton potentiel, parce que là où tu es, tu penses que tu as déjà tout donné, mais sauf qu'à l'intérieur de toi, enfoiré, il y a 92% qui est encore là. Même si vous parlez tout d'enfoiré, vous dites, mon ami, soit tu acceptes d'être cet enfoiré, nous sommes à la page 89, discipliné, qui avance sans validation, soit tu restes ce sale chien sympathique que tout le monde aime, mais personne ne respecte, c'est-à-dire? C'est-à-dire, tu dois être capable de laisser partir les gens. Tu dois être capable de te déconnecter de tout ce qui ne t'apporte pas de l'apprentissage, de tout ce qui ne te pousse pas à t'améliorer en tant que cette merde que tu es. Parce que tu es une merde, mec. Mais sauf que tu ne veux véritablement rien faire. Sauf que ton esprit te pousse toujours à aller vers la facilité. Mais sauf que dans la facilité, mec, tu ne trouves pas véritablement qui tu es. C'est en affrontant la souffrance, mec, volontaire, que tu trouves véritablement qui tu es et que tu deviens fort d'esprit. Parce que je ne t'ai rien de tout ça. Je ne fais pas mon sport pour être apprécié par qui que ce soit. Mais pour être admiré, vous le dites dans votre livre. Oui, pour être admiré. Pour être beau. Je ne fais pas mon sport pour être beau. Mais vous le dites dans votre livre. Je ne fais pas mon sport pour que tu m'applaudisses. Va te faire foutre avec tes applaudissements, mec. Je n'en ai rien à foutre de ça. Je fais mon sport parce que j'étais faible d'esprit. Je fais mon sport parce que je n'avais pas de talent. Je fais mon sport parce que je veux tellement être résilient et face à mes épreuves de la vie. Parce que nous tous, quel qu'en soit ce que tu fais, quand les épreuves vont te balancer à la gueule, mec, si tu n'es pas prêt, elle va t'avaler sans te mâcher. C'est ça qui compte. Mais sauf que chaque jour de ma vie, je dois me lever à 4 heures du matin, je dois aller sur cette putain de route dont il n'y a personne. Je suis seul sur la route, mec. Je cours sur cette putain de route, aucune putain de voiture. Tu conçus ton histoire. Et on trouve le livre si haut. Le prochain livre, c'est Descente dans la chambre noire. Dans la chambre noire. Parce qu'une fois que vous vous êtes levé sans négocier, ça ne suffit pas. Oui. Il y a véritablement la chambre noire qui vous attend. C'est quoi la chambre noire? La chambre noire, c'est la personne que vous êtes au plus profond de votre âme, de votre esprit. Et vous n'êtes jamais allé dans les profondeurs de votre esprit parce que vous évitez la souffrance. Je vous assure, mec, vous n'êtes jamais allé dans les profondeurs. Bon, directement, question directe. Comment faire ça, quand vous êtes en train de me parler, je suis en train de voir un bouddhiste, un gars très fort dans la spiritualité, surtout asiatique. Comment faire pour entrer, pour ces jeunes qui nous regardent et qui aimeraient demain être comme vous, qui ont presque la même histoire, ils sont encore très nombreux, les jeunes de la rue. Comment faire pour explorer ce côté obscur de nous, ce côté trop noir, et que de là jaillirait la lumière? Comment faire? Mec, vous savez quoi faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez quoi faire. Mais sauf que ça craint. C'est douloureux. C'est dur de le faire. Quand il est 5 heures du matin, mec, ton lit veut te retenir, frérot. Ton lit ne veut pas que tu bouges ton cul afin d'aller t'améliorer en tant que personne. Parce que beaucoup de personnes pensent que le but de la vie, c'est le bien matériel. Tu te trompes sur toute la ligne, enfoiré. Le but de la vie, c'est toi contre toi. C'est la sale chienne intérieure qui te dit chaque jour que tu n'es pas capable de telle ou telle chose. Mais sauf que tu dois te lever par rapport à cette voix qui te dit que tu ne peux pas faire telle ou telle chose. Et de lui prouver, enculé, je peux le faire. Mais sauf que c'est difficile, ça craint de le faire. Combien de personnes dressent leur putain de lit le matin avant de sortir de la maison? Parce que lorsque vous êtes encore véritablement à la maison, vous avez encore le contrôle. Mais quand vous sortez de la maison, la guerre commence. La guerre commence, frérot. Mais sauf que moi, je ne veux pas être cet enculé qui commence sa journée sans être prêt. Parce que si vous commencez votre putain de journée sans être préparé, mec, ce qui va vous arriver en longueur de journée va vous avaler. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'ils se réveillent le matin, la première chose à faire, c'est de prendre leur téléphone et d'être sur Internet. Ils ne sont pas prêts.
Quand vous réveillez-vous, je vous coupe pas, qu'est-ce que vous faites concrètement? Comment vous préparez votre journée à affronter 30 kilomètres avec un poteau à l'épaule? Dites-nous, c'est pour ça que vous êtes là. Ces jeunes qui vous regardent, qu'est-ce que vous faites je fais tac, 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 pour pouvoir affronter cette journée? Parce que c'est pas facile. Quand ce fils de pute se réveille à 4 heures du matin, oui. il négocie. Ce n'est pas comme si la négociation, c'est quelque chose qui va véritablement finir définitivement en toi. Non, enfoiré, tu te trompes sur toute la ligne. Chaque putain de matin, ça craint, même chez moi. Mais sauf que je restais dans mon putain de lit à 3 heures. Mon esprit me dit, mec, tu es tellement fatigué aujourd'hui. Mais sauf que je ne dois pas ignorer cette voix. Je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute encore et encore et encore. Sauf que je lui pose véritablement une question. Où sont les putains de preuves de ce que tu racontes, mec? Tu dis que je suis fatigué. Tu dis qu'il faudrait que je reste dans mon lit. Tu dis qu'il ne faudrait pas que j'aille me briser l'épaule. Où sont les preuves de ce que tu dis, enfoiré? 5 secondes. Il ne me donne aucune putain de preuve. Et là, vous vous jetez. Et lorsqu'il ne me donne aucune putain de preuve, je me lève. Mec, je tourne dans la chambre. Je tourne. Mon esprit me dit, rentre te coucher. C'est comme ça que fonctionne l'être humain. Mais sauf que je ne laisse pas cette voix prendre le dessus. Parce que vous avez créé une autre voix qui vous dit, non, allez-y. Je restais devant cette putain de chaussure, mec, pendant des minutes, à négocier. Mais sauf que ma chambre noire m'attend. Personne ne va y descendre à ma place. Le monde s'en fout de moi. Tout le monde autour de moi n'en a rien à foutre de moi. Je suis le maître de mon destin. Le but de la vie, c'est toi contre toi. Mais sauf que la seule chose qui me donne véritablement l'énergie et les bonnes prises de décision, parce que chaque jour, nous avons 2 choix. Soit de rester cette salope que nous sommes, dans la fainéantise, dans la faiblesse, dans ce qui ne nous construit pas, soit de mettre véritablement mes chaussures et d'aller courir ces 30 kilomètres. Et lorsque je finis de courir ces 30 kilomètres, les choses que cela font à mon esprit, les choses que cela, ça me donne véritablement la paix, le véritable bonheur. Parce que les gens parlent de bonheur, mais ils n'ont jamais rencontré le bonheur. Et même si je vous explique, enfoiré, vous ne pouvez pas comprendre. Même si je vous explique, vous ne comprendrez jamais. Il faut que vous soyez des putains de praticiens pour comprendre. Pour comprendre. Oui, pour comprendre. Donc, cette sensation, il ne suffit pas juste de te regarder dans le miroir, de voir si tu es belle ou bien de si tu es beau. On n'en a rien à foutre de ta beauté. Parce que quand la vie veut t'écraser, mec, elle ne regarde pas si tu es beau. Elle ne t'envoie pas un putain de message pour te dire « je suis en train d'arriver pour te balancer à la gueule ». Quand mon patron m'a mis à la porte, mon bailleur, j'ai fait 1 an sans payer le loyer. Je me rappelle à cette époque. Mon bailleur, il a compris ma situation. Mais sauf que véritablement, il m'a coupé cette lumière. J'ai fait 1 an dans le noir. 1 an de souffrance, de misère, de galère. Et aujourd'hui, la seule chose que je veux transmettre à cette putain de jeunesse, à tous ces enfoirés qui nous regardent, c'est que la misère n'est pas mauvaise. Mais c'est ce que tu en fais de cette putain de misère qui t'emprisonne toute ta vie. Parce qu'au lieu de prendre cette putain de misère que je vivais, comme par exemple j'étais dans cette chambre dans le noir, c'est là qu'est né le livre La descente dans la chambre noire. Parce qu'à cette période-là, je me rappelle, j'ai failli me donner la mort, frérot. J'ai mis la cote, mais sauf que je remercie Dieu aujourd'hui parce que j'avais pris le recul et puis je ne l'ai pas fait. C'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans cette putain d'émission en train de pouvoir exposer ma vie. Une vie qui est inspirante. Oui. Et là, en préparant cette émission, il m'a été raconté, vous allez me dire que ce n'est pas vrai, que quand vous avez commencé tout ce que vous faites aujourd'hui, les gens vous traitaient de fou. Effectivement. Est-ce vrai cette histoire? C'est vrai. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent alors? Moi-même, je me suis traité de fou. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas fuir la vérité. Beaucoup de personnes vivent dans le mensonge. C'est la raison pour laquelle mes 2 manuscrits n'est pas fait pour tout le monde. Mes 2 manuscrits sont faits pour ceux qui sont prêts à pouvoir s'améliorer en tant que personne. C'est combien déjà, ça?
C'est sur Amazon. Non, mais Oui. donnez le prix. Les gens... C'est sur Amazon. Allez-y là-bas et puis vous allez en trouver. Mhm. Comme je disais tantôt, mes 2 manuscrits, c'est là pour t'aider à déchiffrer ton propre empreinte personnelle. Et j'en parle de ça dans le 2e manuscrit, Se lever dans la descente dans la chambre noire. Nous tous, nous avons des empreintes personnelles différentes. Mon empreinte personnelle n'est pas votre empreinte personnelle. L'empreinte personnelle de Cristiano Ronaldo, ce n'est pas l'empreinte personnelle de Lionel Messi. Par exemple. Par exemple. Quel est votre objectif très concrètement? Vous courez dans la rue, vous inspirez la jeunesse, mais vous, c'est d'aller d'un point A à un point B. Quelle est la destination finale? La destination finale, c'est de créer 8 milliards de tigres dans le monde entier. 8 milliards. Je sais que tu es peut-être en train de te dire, mais ce mec est fou, mon Dieu. 8 milliards? 8 milliards, frérot, de génération en génération. Est-ce que vous avez déjà des tigros, pour dire ça comme ça? Est-ce qu'il y en a déjà qui vous accompagnent, qui vous suivent, qui font de vous leur idole? Exactement. Exactement. J'ai plus de 156 000 abonnés sur Instagram qui sont abonnés en tant que me suivent dans ce que je fais. Ça veut dire que je leur ai impacté. Oui, bien sûr. En tant que, ça veut dire que il y a des tigres parmi. Plus de 400 000 sur Facebook. Et mon objectif, c'est 8 milliards. Parce que dans ce monde, je réalise à quel point tellement de personnes sont tellement faibles d'esprit. Tellement faibles. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, tant qu'on ne meurt pas, on ne lâche rien. Dans mes vidéos, dans mon livre, j'en parle toujours. Et tant qu'on ne meurt pas, on ne lâche pas. Ce n'est pas juste un slogan enfoiré. C'est une putain de condamnation exigeante à vie. Vous m'avez dit que vous n'aimez pas en parler, mais je m'en voudrais. Je m'en voudrais parce que ça a fait le beurre. Comment avez-vous accueilli la réponse de votre idole? Là, je m'en voudrais de ne pas poser cette question qui dit que non. Vous dites que vous êtes son petit frère. Il vous a dit, il n'est pas. Vous m'avez dit que vous ne voulez pas en parler, mais je ne peux ne pas. Comment avez-vous apprécié ça? Je ne veux pas l'autre là. On ne parle pas de ça. Bon, nous allons passer. Et je vais dire quoi? Qu'en est-il alors de vos rapports avec TAC Méthode? Quels sont vos rapports aujourd'hui? C'est mon grand frère, c'est mon idole, c'est ma source d'inspiration autant pour moi. Et comme j'ai dit précédemment, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je suis en train de devenir le phénomène que je suis en train de devenir. Et je le dis infiniment merci pour l'impact qu'il a eu dans ma putain de vie. Quel est votre rêve? De le rencontrer un jour ou... Oui, mon rêve est de le rencontrer un jour. Et je sais que ça va se faire un jour. Oui, je sais que ça va se faire. C'est-à-dire, même si vous rejetez, vous allez toujours rester là à le conseiller comme un maître? Vous allez le conseiller tout comme un maître? On sort déjà de cette émission. On coupe ça. Bon, nous sommes à la fin de cette émission. Un mot de fin, phénomène. Bon, la seule chose que je peux dire, c'est que croyons en nous. Et sachant que dans la misère, on peut, au lieu de voir la misère comme quelque chose d'horrible, au lieu de voir les putains d'épreuves qu'on vit dans la vie, les difficultés, ça ne manqueront pas. Nous devons, au lieu de prendre ça comme des avantages, nous devons prendre ça comme des avantages pour pouvoir changer nos putains de vie. Et c'est ça qui compte. Le monde s'en fout de toi. OK. Et bon, là, à la fin de cette émission, on a toujours un petit exercice. Que pensez-vous de Francis Ngannou? Dans quel sens? Non, quel est votre regard? Quand vous regardez Francis Ngannou, si vous le rencontrez, qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est une source d'inspiration. Il a inspiré tellement de jeunes, y compris même moi, parce qu'il fait dans le même domaine que moi, le sport, et c'est tout. C'est un grand frère vraiment qui inspire la jeunesse. Connaissez-vous Carlos Takam? Il est toujours dans le sport, un très grand boxeur. Tout cela, ce sont les collègues. Ce sont des personnes qui inspirent. Et tant que tu inspires positivement la jeunesse, on va te suivre, on va aimer, et puis on va aussi devenir un jour comme ces géants. C'est un peu ça. Dites-nous clairement, si on vous demandait par exemple d'entrer dans le MMA, ce sera une option pour vous? Combattre, taper les gens pour vivre? Non. Chacun sait ce qu'il veut. Voilà, chacun sait ce qu'il veut. Moi, je suis beaucoup plus dans la maîtrise de l'esprit. La maîtrise de l'esprit.
fait comprendre aux personnes que notre esprit, une fois qu'on le maîtrise, on devient invincible, on devient incontrôlable. Et le monde déteste les hommes incontrôlables. Oui. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Ça a été quelques minutes d'échange qui sont fructueux. D'ici à là, portez-vous bien et on espère encore vous retrouver très bientôt sur ce plateau pour parler de votre prochain livre qui est La descente dans la chambre noire. C'était un plaisir.